j'ai encore rien dit à part merci Louise. Vous pouvez certainement m'interrompre à tout moment pour poser des questions. Je privilégie qu'on les traite au fur et à mesure que vous les avez. Évidemment, à la fin, moi, je vais rester aussi longtemps que vous le voudrez pour discuter avec vous, mais c'est bien là, quand on peut chacun bénéficier des questions des autres. Alors, c'est ça, j'aurai l'occasion d'expliquer quel est le rôle des organismes que je représente. Donc, vous voyez les logos à l'avant. Un petit mot d'abord en lien avec cette photo, pourquoi je l'ai choisi. Ce que vous voyez à l'écran, c'est situé en fait à 15 km d'où j'habite, peut-être même moins que ça, à vol d'oiseau. C'est ce qu'on voit finalement, c'est le lac Asquigouage qui a été renommé depuis comme étant le lac de Montigny. Bon, de Montigny, c'est pas un nom anishinaabe, vous allez me dire, évidemment. Et c'est aussi ce qu'on voit, c'est des bâtiments qui sont somme toute conventionnels, mais en fait, ce sont des bâtiments miniers d'une mine qui a été en opération au début du siècle dernier, près de Val-d'Or, où j'habite, en Abitibi. En fait, ce site-là, ça a été nommé depuis la mine Cisco, à ne pas confondre avec Osisco, la mine Cisco, qui a été en opération pendant quand même une certaine durée de temps. Et pourquoi je la mets à l'écran, c'est qu'en fait, cette mine-là est en opération sur une île. Une île, le lac est immense, de toute beauté, dans la forêt boréale. Cependant, cette île-là a une valeur très importante pour la nation Anishinaabe. Tous les étés, depuis des siècles, sinon plus, les gens de cette nation-là se réunissaient l'été sur cette île pour faire des échanges et procéder à des mariages, des rassemblements familiaux. Et ça, c'était durant l'été, et quand l'hiver revenait, tranquillement s'installer, ils retournaient dans leur territoire de chasse hivernaux. Bon, pourquoi je vous raconte ça? C'est que quand les premiers prospecteurs sont arrivés dans la vallée de l'Or, ce qu'on appelle la vallée de l'Or, c'est ça, au début du siècle dernier, dans les années plus précisément, fin des 1910, début des 1920, certains prospecteurs ont découvert la présence de pépites d'or autour de cette île-là. Et immédiatement, il y a eu un afflux de gens de partout sur la planète. Val-d'Or s'était rendu la ville dans le monde où il y avait la plus grande augmentation démographique. On parle beaucoup de la rue vers l'or, le Klondike, ça c'est au Yukon, mais la rue vers l'or de la Californie, c'était dans les années 1800, bon, on y reviendra plus tard. Mais ce qui a été vécu à Val-d'Or, près d'où j'habite, c'est somme toute la même histoire. C'est découverte d'un gisement, accaparement des terres, vol des terres carrément, des populations autochtones, délocalisation des gens qui habitaient là, et exploitation, destruction de l'environnement. Et encore à ce jour, le site de l'île Cisco est un site listé comme étant abandonné au Québec. Ça fait bien longtemps, ça fait 100 ans de ça, et ça reste toujours d'actualité. Je pense que c'était bon de commencer en vous disant que ce que je m'apprête à vous raconter, c'est rien de nouveau. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit, c'est pas tout récent, les réalités minières auxquelles vous faites face de plus en plus dans le sud du Québec. Elles ont été vécues à bien des endroits dans le monde, elles continuent de l'être encore aujourd'hui. Mais de cette histoire-là, on peut tirer des leçons et aussi des manières de se mobiliser pour y faire face. Alors, le plan de notre présentation aujourd'hui, c'est ça, je vous présenterai les organismes avec lesquels je m'implique. On va discuter des impacts miniers. Je pense que c'est important de savoir en fait c'est quoi qui peut se passer. En fait, c'est quoi qui se passe dès qu'il y a présence d'activités minières. Quoi faire pour y faire face. Je pense que c'est aussi intéressant de vous parler des réformes à venir, de la réforme de la loi sur les mines qui s'en vient dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et un petit moment pour aussi dénoncer évidemment l'éco-blanchiment que l'industrie minière fait. L'éco-blanchiment, c'est quand une compagnie se présente comme étant une solution pour
régler les enjeux climatiques, environnementaux, qu'elles sont à l'origine elles-mêmes responsables. Bon. Et on finit avec une invitation pour une conférence qui va se dérouler en novembre prochain, très près d'ici, à Montréal. Et voilà, donc Mining Watch Canada, ça a été fondé il y a 25 ans maintenant, avec la seule mission de soutenir les populations qui sont affectées par les compagnies minières canadiennes, que ce soit ici, au pays ou ailleurs dans le monde. C'est basé à Ottawa. Moi, je représente, finalement, je soutiens particulièrement les populations qui sont affectées au Canada, dans la partie Est, donc du Québec jusqu'au Maritime. J'ai des collègues qui sont là pour soutenir les populations d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Pourquoi avoir une portée internationale? Ben, parce que 50% environ des compagnies minières sont, à travers la planète sont basées ici, au pays. Elles mènent leurs opérations partout sur la planète. Et forcément, elles ont des impacts importants sur les droits humains, l'environnement, ailleurs. Donc, nous sommes là avec la mission de les soutenir face à ces impacts causés par les compagnies minières canadiennes. À travers le temps, on a participé à plusieurs centaines d'enquêtes, des interventions, des rapports, des recours en justice, jusqu'à la Cour suprême plusieurs fois. Et voilà. Maintenant, je peux vous parler aussi du réseau qui s'appelle le Western Mining Action Network, parce que, en français, on pourrait dire le réseau d'action face à l'industrie minière occidentale, si on peut dire. Ça, c'est un réseau qui est basé... Oui, pardon, une question en arrière? Par rapport à tantôt, comme tu disais, qu'il y avait le nombre de compagnies minières qui étaient au pays. Oui. Pourquoi ils sont au pays? Pourquoi ils sont ici? Oui, merci Odette. Mais je vais répéter la question, vu que c'est enregistré. Là. Donc, la question qui était posée, c'est de savoir pourquoi il y a près de 50% des compagnies minières dans le monde qui sont basées au pays. Plusieurs lectures qui étayent ça de manière plus approfondie que ce que je m'apprête à vous résumer. Mais de manière très simple, c'est que le Canada a tout mis en place d'un point de vue juridique pour créer un paradis législatif et réglementaire, financier, bancaire et boursier pour l'enregistrement de ces compagnies-là, particulièrement au Toronto Stock Exchange et aussi à la Bourse de Vancouver, la Bourse de Montréal dans une certaine mesure, mais c'est particulièrement en Ontario là, où on trouve le plus de compagnies minières qui sont enregistrées à travers la planète. Et ça, c'est pas nouveau, ça fait bientôt 100 ans que c'est comme ça. Et donc, à travers ces décennies, il y a une expertise qui s'est créée, il y a plein d'avocats, de firmes qui sont spécialisés dans l'enregistrement de firmes, de compagnies multinationales minières basées au Canada. C'est ça la réponse. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de cadre juridique solide pour tenir ces compagnies-là responsables pour leurs actions posées à l'étranger. Comme Canadiennes, on est tous responsables de l'impunité qui est accordée à cette industrie-là, puisque ce sont nos lois qui permettent ce régime-là. Nous, Mining Watch, on travaille à réformer cet encadrement normatif-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon. Donc, ce réseau-là est formé de personnes autochtones, de non-autochtones des États-Unis et du Canada. Ils se réunissent pour donner des grandes conférences qui rassemblent environ 200 personnes à chaque 2 ans, en alternance Canada-États-Unis, depuis plusieurs années. Et là, dans quelques mois, cette année, en novembre, ça va se tenir à Montréal. Et donc, ces conférences-là, c'est vraiment dédié pour les comités citoyens, les membres de communautés autochtones. C'est pas une conférence pour des compagnies minières, c'est pas une conférence pour des élites bureaucratiques, c'est vraiment pour des gens sur le territoire confrontés aux enjeux miniers. Donc, si ça vous intéresse, moi je vous donne la présentation ce soir, mais on va en avoir 3 jours de conférence à venir, plus une visite de solidarité sur un site minier ici près de Montréal. Je ne vous dévoile pas le punch, mais
pouvez vous dire quel site minier il y a dans un rayon de quelques heures d'autobus de Montréal, puis c'est là qu'on espère aller avec tout le réseau pour soutenir les gens qui sont affectés par les enjeux miniers. Mais le réseau offre aussi, surtout en anglais, des formations, mais régulièrement des formations sur comment bien communiquer face à l'industrie minière, dans les médias, sur le leadership au niveau local. Et bon, il y a aussi des bourses qui sont offertes 3 fois par année, un programme de bourse à l'intention des comités citoyens. Des bourses qui peuvent aller jusqu'à des bourses de 5 000 $, 3 fois par année, pour des comités comme par exemple le vôtre. Voilà, maintenant la coalition Québec Meilleure Mine. Là, je ne veux pas vous assommer avec ces organismes-là, mais c'est quand même important de savoir qui ces organismes-là qui participent à soutenir les citoyens. Bien, elle, c'est un peu plus récent, ça fait quand même 16 ans. C'est un groupe qui peut ressembler à ce que le Front commun pour la transition énergétique peut-être, dans le sens où c'est un regroupement de plein d'organismes, 40 dans ce cas-ci, mais il n'y a pas de permanence. C'est une coalition très horizontale, formée de bénévoles ou de membres qui sont dans différentes organisations, qui ensemble échangent des expertises, soutiennent les gens qui sont affectés par l'industrie minière. Et ce qui est intéressant, c'est que la coalition, depuis 2014, donc ça fait 10 ans, on siège au comité consultatif de la ministre des Mines. Donc, à tous les 2 mois, on rencontre les hauts dirigeants du ministère des Ressources naturelles pour les pousser à faire évoluer les pratiques minières. On est un organisme horizontal de soutien auprès des populations locales, des syndicats, des associations de médecins pour l'environnement, des organismes environnementaux, puis on a été là dans toutes les batailles minières depuis 16 ans au Québec. Donc, on est maintenant rendu à la partie où je vous présente un peu c'est quoi la feuille de route, les principes de cette coalition-là. Et ça, moi, en tant que co-porte-parole, je me réfère tout le temps à ces orientations-là quand je suis appelé à intervenir sur les enjeux miniers. Le premier élément, dans l'industrie minière, la priorité, c'est de réduire notre empreinte minière, notre dépendance aux métaux. Ça peut sembler abstrait, mais il faut que ça passe par une réduction de notre surconsommation d'à peu près tout. Les métaux sont omniprésents dans notre société. Fait que, il faut viser ça. Et c'est pas facile, mais ça passe par des politiques ambitieuses, des réformes sociales. C'est pas juste dans le secteur minier qu'on doit intervenir, c'est dans tous les pans de la société pour arriver à réduire notre consommation de métaux. Protéger l'environnement, ça se fait de plusieurs manières, mais nous, on croit que c'est aussi avec un meilleur cadre environnemental, des meilleures lois, des meilleurs règlements. Et ça, il y a différents éléments, on y reviendra plus tard. Respecter les nations autochtones, les populations locales, les municipalités, les citoyens, les propriétaires, ça, c'est central. C'est pas en ordre de priorité la 3e parce que c'est moins important, c'est la base. Et ça passe par éradiquer le régime du free mining. On reviendra, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Enfin, pollueur-payeur, justice fiscale, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les minières qui vont générer la plus grande part de profit dans notre système capitaliste. Donc, notre position, c'est de dire que ce sont à elles de payer pour les dommages qu'elles posent à l'environnement. Et là, à l'avant, un peu en reprenant ces principes-là, en les synthétisant encore le plus possible, en 2020, ça fait quand même longtemps, on a émis 3 conditions pour que l'électrification des transports ait meilleure mine. C'est partant des principes de la coalition, en disant c'est beau, là, on comprend qu'il faut décarboner, il faut réduire notre dépendance aux hydrocarbures, mais il ne faut pas nécessairement le faire sur le dos des écosystèmes, des populations locales, en faisant une migration, une transition vers une dépendance aux minéraux. Il faut se sortir de cette impasse-là. Puis là, vous voyez les conditions qu'on avait mises de l'avant. Il y a plusieurs organismes qui l'ont soutenu. Ça a donné lieu à une sortie à l'Assemblée nationale également. Donc, réduire à la source, je vous l'ai dit, réformer le secteur minier pour que
finalement, c'est ça, avoir des meilleures politiques, lois, règlements, puis respecter les populations locales en mettant fin au free mining. Là, c'est vraiment quelques images, mais je suis conscient qu'ici, dans la région autour, fort heureusement pour vous, il n'y a pas encore de mines en activité, ou il y en a eu peut-être historiquement, mais pas à l'échelle récente, donc peut-être que certains d'entre vous avaient déjà vu une mine. Si ce n'est pas le cas, je vous ai mis quelques images des mines qui sont en activité présentement. Sur la côte nord, des mines de fer à la gauche, qui sont, écoutez, on y reviendra plus tard, mais qui consomment des quantités d'eau ahurissantes et qui provoquent des impacts sur l'environnement démesurés. Après, plus en bas à droite, on a une mine de nickel dans le nord, grand nord du Québec, au Nunavik. Juste en haut, un peu au milieu, là, c'était le site Manitou, là, qui est une ancienne mine abandonnée qui, là, sont en train de restaurer. Puis vous voyez que ça n'a pas l'air d'être nécessairement plus naturel. Là. Et ça, en passant, c'est à peu près à 5 km d'où je demeure. Et juste en haut, c'est une brève vue là, de la fosse de la mine canadienne Malartic. Je vois qu'il manque certaines images dans le PowerPoint. Je suis désolé, je ne sais pas si. Est-ce que vous aviez la version PDF? Est-ce que c'est le PDF? Ça? Sinon, on peut peut-être vous le mettre parce que là, vous manquez, je crois, certaines images de fond. Et pendant que notre ami regarde ça, je vais quand même continuer à défiler. Là, c'était rien d'extravagant, c'est juste une image d'époque où on retrace finalement les premiers écrits des premiers explorateurs européens qui sont débarqués ici. C'était déjà clairement indiqué dans leurs écrits que l'objectif, c'était pas juste d'accaparer le commerce des fourrures, mais également l'extraction minière, les ressources minières, justifier les investissements de ces expéditions-là. Ça a été fait dans un temps record. Parfait, on est déjà rendu là. J'imagine que je peux le mettre en plein écran. Je ne suis pas le plus familier. Il y a l'affichage ici. Bon, parfait. Donc, voilà. Et ça, cette volonté de s'accaparer des ressources minérales, finalement, il a fallu, à mesure que les empires coloniaux se modernisaient au niveau législatif, ils devaient justifier d'une façon juridique pourquoi les minéraux leur appartenaient et non pas aux premiers occupants, les Autochtones. Donc, ce qu'ils ont imaginé comme principe... Oui, une question? Ok, c'est vrai. Ce qu'ils ont inventé comme principe, c'est le principe du free mining. En fait, le free mining, on pourrait résumer ça et le traduire en français comme étant le libre accès aux ressources minières. Et ça, ils ne l'ont pas inventé non plus au début des années 1800. On a retracé là, des écrits qui datent du Moyen Âge en Europe, où le même principe existait à l'idée que les minéraux appartiennent pas aux gens qui sont sur le terrain. Ils appartiennent aux seigneurs, aux rois, à l'Empire, à la couronne, au gouvernement, à l'État, mais pas aux Autochtones, pas aux citoyens, pas aux propriétaires. Et ça, c'est le principe de base. Bon. Mais ça n'arrête pas tout de dire que ça appartient au gouvernement. Après, il faut le gérer, ça. Puis quand vous imaginez, comme je disais le siècle dernier à Val-d'Or, des gens qui viennent de 42 nations à travers la planète, puis milliers de personnes, de prospecteurs affluent sur un même territoire parce qu'il y a une rumeur qui se répand qu'il y a des pépites d'or sur le bord de l'eau. Il faut trouver une manière de régir, finalement, est à qui la pépite? Sur la pépite, es-tu justement au propriétaire du terrain? On prend un es-tu à l'État? Es-tu à celui qui repaillait le premier dans la rivière? Ou es-tu à celui qui l'a découvert la pépite? Ou celui qui était juste à côté? Tu sais, ce principe de répartition des découvertes minières, c'est réglé sous la forme très simple du premier arrivé, premier servi. Le premier arrivé où? Au bureau du ministère des Ressources naturelles. Fait que le ministère des Ressources naturelles de l'époque, c'était pas ça son nom, mais pour faire
histoire courte, est arrivé avec le système des claims. Un claim, c'est ça, c'est premier arrivé, premier servi sur la parcelle de terre. Mais c'est qui détermine c'est quoi la parcelle de terre? C'est le gouvernement. Donc, à partir du moment que vous êtes le premier à dire au gouvernement, moi, je veux ce terrain-là, qui fait un demi-kilomètre carré, ben, c'est à vous, les ressources minières que vous découvrez sur cette parcelle, même s'il y a des gens qui l'occupent depuis des milliers d'années, même s'il y a des propriétaires. Et ça, ce régime-là, c'est ce qui a été instauré en Californie dans les débuts des années 1800. Et ça, je veux dire, ça a justifié des massacres de centaines de milliers de personnes autochtones, des nations qui ont complètement été, qui ont disparu finalement, parce qu'elles occupaient ce territoire-là qui était riche en métaux, en or à ce moment. Et donc, là, je vous dis, ça c'est 1820 en Californie. Au Québec, un des premiers États là, en Amérique, en fait, à l'époque, c'était même pas le Canada, c'était le Canada uni. Le Québec, qui était le Bas-Canada, s'est doté de sa première loi sur les mines en 1854. Et donc, ils ont repris la même formule que ce qui se passait en Californie. Ils ne se sont pas dit on va réinventer ça de toutes pièces. Là, ils ont juste copié ce qui se faisait ailleurs. On a les mêmes principes qui découlent de la Californie, premier arrivé, premier servi, avec des claims. Bon. Et ça, je veux dire, on a ramené les mêmes injustices qu'il y avait là-bas, ici, puis là, je vous le montre à l'écran. Deux personnes autochtones qui sont dans les années que je vous ai décrites plus tôt, là, il y a de cela 100 ans. À la droite, Gabriel Commanda sur le territoire Anishinaabe, c'est lui qui connaissait bien son territoire, donc il a amené les prospecteurs sur la faille de Cadillac, une faille aurifère, un gisement d'or, qui est en opération depuis 70 ans maintenant, bientôt 100 ans, en fait. Et des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui ont été extraits de ce gisement-là, à la base, c'est un autochtone qui a amené les premiers prospecteurs à ce moment-là. Est-ce que c'est sa nation qui a tiré profit de ça? Non. Très peu. Voire aucunement. Mathieu André, lui, c'est la même chose chez les Inuits. La faille de Shefferville, la faille du Labrador, pardon, vous avez peut-être entendu parler, un des meilleurs gisements au monde en fer, dans sa pureté. Encore une fois, un autochtone qui a amené les gens sur place, la nation Inuit, peine à avoir une compensation pour tout ça. Donc, là, on voit, les Autochtones ont assez. Une communauté Anishinaabe a saisi les tribunaux dans les dernières années pour faire invalider le régime du free mining afin de respecter leurs droits ancestraux. Et c'est une action à laquelle nous, on souscrit, on soutient entièrement. Et si vous voulez en apprendre plus sur les injustices que subissent les premiers peuples à l'égard du système des claims miniers, j'ai écrit un chapitre dans ce livre-là. Je vous laisse un exemplaire pour les gens du comité. Vous pouvez le faire circuler. Et ça revient là, sur un peu tout ce que j'ai dit plus en détail. Mais c'est aussi important de souligner que ces injustices-là, bien évidemment, sont subies également par les citoyens, les propriétaires. Cependant, il n'y a pas la même marque sur l'identité autochtone liée au territoire, là, on s'entend là-dessus, mais ça reste que c'est important qu'on prenne conscience que ces injustices-là peuvent avoir sur les personnes qui vivent sur les territoires autochtones, à forte raison, mais les citoyens également. Ça nous mène maintenant à la partie de la présentation où je vous présente un peu l'étendue du boom minier qui se présente qui a cours sur le territoire. On a ici une carte du Québec en entier qui n'est pas tellement à jour, qui date de novembre. On pourrait la mettre on pourrait la rafraîchir. Il y a environ 120 000 claims qui se sont... pas 120 000, pardon. Il y a eu depuis 12 000 claims qui se sont ajoutés. On est rendu à plus de 350 000. Là, il y en avait 338 000 à cette époque-là. Mais ce que vous voyez, l'important, c'est de voir à quel point la province de Québec est couverte de claims. Okay? Les claims, c'est tout ce qui est en couleur, là, que ce soit rouge ou vert.
Mais ce qu'on a voulu faire apparaître là, sur la carte, c'est à quel point les claims menacent les cours d'eau, les lacs, les rivières, les fleuves, qui ont plus de 5 mètres de large. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui couvre, c'est un claim qui couvre de l'eau, totalement ou en partie. Vous voyez, c'est partout. Oui, dans le nord, dans le sud, dans l'est, à l'ouest. Bon. Et ça nous préoccupe. En fait, on constate que l'eau est également une des principales victimes de l'industrie minière. La carte que vous voyez, c'était en novembre 2023, donc il y a à peu près 6 mois de ça, mais ça ne date pas d'hier qu'on documente là, la prolifération des claims miniers sur le territoire. Ici, vous voyez une carte qui était l'une des premières qu'on a diffusées, qui comprend la région ici là, où on se trouve, mais qui montre quand même l'arrivée de claims miniers plus dans le sud du Québec, de l'Outaouais jusqu'à la Mauricie. Et en montant, on arrive pratiquement là, aux frontières de l'Abitibi, mais on est dans un... Ça, c'était vraiment là, une carte qui a secoué le Québec. On l'a dévoilée juste avant les dernières élections. Et elle a même été projetée, cette carte-là, pendant le débat des chefs là, à Radio-Canada. Bon, pour vous donner une idée. Et ce qu'on dévoilait, c'est pas juste la présence des claims, mais leur augmentation rapide. En l'espace de 2 ans, à peine une augmentation dans toutes ces régions de plus de 130, 120, même près de 130%. Puis ça, c'est juste pour le sud du Québec, 17 000 claims, presque 18 000. Je continue, puis bon, vous voyez, là, on a mis en évidence les lacs en bleu, les aires protégées, les parcs, les réserves fauniques qui sont en vert, à quel point ils sont entourés là, de claims. Tenez-vous bien, là, ça ne va pas s'améliorer. En Estrie, ça c'est plus dans le sud, mais il y avait là aussi une importante présence de claims miniers, ils sont en rouge, vous aurez deviné. L'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, encore une fois, les parcs nationaux sont bien entourés. Les caribous, effectivement, le parc national de la Gaspésie, la réserve des Chic-Chocs. Il y a des claims dans la réserve des Chic-Chocs, mais il y en a d'autres ailleurs aussi, dans le coin de la Matapédia, près de Matane. Et là, ben ça faisait partie de la construction du narratif qu'on faisait comme coalition, en soutien avec les communautés locales, les municipalités, qui prenaient conscience que le fléau se répandait, mais le mot s'est passé pour réformer la loi, pour arrêter que ces claims-là soient octroyés aux compagnies minières. Parce qu'à la base de cette injustice-là, c'est que les gens n'en sont même pas informés. Que vous soyez propriétaire, une municipalité, une communauté autochtone, il n'y a pas d'information qui est donnée avant que le claim soit donné. Quand on parle d'un claim, en fait, c'est des milliers de claims qui sont donnés, et rapidement. Si à l'époque, il fallait jalonner le territoire avec des pioches, on n'est plus à ce temps-là, le régime juridique pour l'obtention des claims, c'est tellement accéléré, là, ça se fait en quelques minutes à peine. Oui, il y a une question? C'est même pire que ça, en fait, ils ne débarqueront même pas chez vous, ils vont aller en ligne sur un portail du gouvernement, puis ils vont avoir le claim chez vous, puis vous ne le saurez même pas. On y viendra plus tard, pas dans tous les cas. Parfois, oui, vous aurez un droit de refus le moment venu sur votre terrain, c'est important que vous sachiez que vous avez le droit de dire non. Mais le problème, c'est que même si vous dites non, ils vont quand même détenir un droit sur votre sous-sol. Et souvent, pas juste chez vous, chez vos voisins. Il suffit qu'il y ait un voisin qui consente aux travaux pour que l'ensemble du voisinage subisse les impacts. Donc, c'est pour ça que les communautés doivent se tenir soudées, là, tu sais. Bon. Alors, vous voyez, là, à travers le temps, on était au mois d'août, dans le sud du Québec. Au mois de novembre, on a montré l'Estrie, l'Est du Québec. Donc,
tout ça en parallèle, on avait des discussions avec le ministère pour demander un moratoire pour qu'ils arrêtent de donner des claims miniers parce que ça explosait de jour en jour. Là, je vous montre c'est une vue sur l'Abitibi-Témiscamingue complètement sidérante. Là, ça, c'est l'an dernier. Tout ce qui est en rouge, là, ce sont des claims miniers. Juste l'Abitibi, sans compter le Témiscamingue, là, on est près de 60% de la région qui est couverte par des claims. C'est impossible d'avoir des aires protégées quand il y a un claim. En fait, ils ne sont pas admissibles. Le gouvernement a qu'il pourrait retirer des claims miniers pour la création d'aires protégées, mais dans les faits, on ne voit pratiquement jamais. C'est de la poudre aux yeux qu'on nous sert. Mais c'est ça l'Abitibi. Ça, c'est 100 ans de laisser aller. Oui, il y a une question ici. Les claims sont émis, mais ils ne sont pas en exploitation. Un claim, c'est un titre d'exploration. Ils ne sont pas là présentement. Mais ils ont. Je vous laisse poursuivre. Les titres sont émis, mais ils ne sont pas en exploitation là. Mais ils auront la possibilité de. Absolument. Le titre d'exploration, c'est le claim minier. C'est la première phase. On arrive plus tard dans la présentation. Il y a plusieurs phases à un cycle minier. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous montrer la carte du Québec au complet et vous dire qu'il va y avoir des mines, comme en Arctique, partout. C'est pas ça. Là. C'est une possibilité. C'est une loterie, finalement, on pourrait dire. L'industrie avance qu'il va y avoir une mine en activité pour 10 000 claims. Ça, c'est le ratio qu'il met de l'avant. Cependant, il ne faut pas se coucher le soir en disant « Ah ben, tu sais, j'ai 9 999 chances, ça se passe pas, fait que je vais laisser ça aller. » Vous voyez bien que ces gens-là ont des intérêts, puis s'il y a un potentiel, ils vont aller de l'avant. D'où l'importance de se mobiliser avant. Bon. Ça n'empêche les municipalités de décider ce qu'ils vont faire sur leur territoire, c'est ça? Oui, parce que ça, on va en parler très bientôt, mais vous me devancez, puis vous faites bien de le faire. Une fois que le claim est émis, c'est ardu, puis pratiquement, il y a une seule personne au Québec qui a le pouvoir de le retirer. On verra plus tard, elle refuse d'exercer ce pouvoir-là. Donc, c'est comme pour dire qu'au Québec, personne n'a la capacité ou la volonté d'enlever des claims qui ont déjà été émis. Fait que, d'où l'intérêt d'agir avant qu'il soit consenti à un intérêt qui ne va pas dans le sens de la préservation de notre milieu. Dans le fond, si les gens sont aussi, se ferment autant les yeux par rapport à ça, pourquoi des groupes comme par exemple vous ne faites pas comme claimer tout ce qui reste en sachant que vous êtes un groupe environnemental qui ne va jamais vouloir mettre son droit en action? Dans le fond, je comprends que c'est comme contre-productif. Ce qu'on voudrait, c'est que ça n'ait plus lieu, mais la journée où justement le système s'effondre, bien, au moins on sait que ces parcelles-là, on ne les touchera pas parce que c'est des gens comme nous qui veulent protéger, qui l'ont pris en premier, dans le fond. Bien, je suis très flatté par votre estimation de notre compte de banque. Le Québec actuellement est couvert environ à 11 à 12 de claims miniers. Il y en a 350 000. 350 000 fois 75 $, ça fait beaucoup. On peut faire le calcul ensemble. Mais pour de 3 ans? Oui, effectivement. La durée de validité du claim là, est de 3 ans initialement. Après, ça peut être renouvelé à coup de 2 ans. Mais c'est juste, c'est le raisonnement. Nous, on n'a pas la capacité de faire ça. Et j'avancerais même que ça, c'est pas une meilleure gestion du territoire que de nous-mêmes acheter des claims miniers quand après, ça va bloquer des aires protégées. On comprend que c'est un outil de dernier recours employé par des citoyens qui le font avec brio dans certaines situations urgentes, puis, parce qu'on voit que l'intérêt de l'industrie est présent. Les gens qui le font, notamment moi aussi, c'est une bonne chose qu'ils le fassent pour leur milieu. Cependant, c'est une mesure imparfaite parce que ça soit vous ou une compagnie minière, le système qui est mis en place ne procède pas, vous demande pas davantage de consulter les premiers peuples. Vous portez atteinte à leurs droits également en faisant ça. Cependant, vous le faites peut-être dans une optique de prévention, mais c'est pas une optique de
de saine communication, puis d'administration, puis d'aménagement du territoire. C'est juste un geste de défense. Fait, on le fait là à défaut de notre outil offert aux citoyens pour se protéger. Mais la Coalition Québec meilleur a toujours plaidé pour réformer le système. Et c'est là qu'on se dirige, on l'espère, dans le cadre de l'étude du projet de loi qui devrait être déposé prochainement. C'est ça le narratif qui est mis de l'avant. Il faut offrir d'autres outils aux gens, aux citoyens, aux municipalités, aux groupes environnementaux, que juste s'appauvrir en achetant un territoire qui nous appartient déjà. Cette logique-là est brisée. Mais je comprends votre suggestion et je peux vous dire que c'est déjà, il y a déjà des gens qui le font. Quand on discutait les gens autour de Saint-Étienne, près de 250 claims qui ont acheté. C'est très peu, là, c'est une goutte d'eau dans un océan d'intérêt corporatif. Cependant, ils le font, puis ils s'assurent une tranquillité d'esprit pour 3 ans. Mais après, il y aura d'autres coûts engendrés à ça. Fait que, à un moment donné, c'est pas vrai que c'est aux citoyens, aux municipalités de piger dans leur poche pour juste avoir une paix d'esprit. Cette logique-là, on doit s'y attaquer aussi. Moi, je le voyais plus dans une optique de, admettons qu'on les prend toutes, puis là, on devient comme propriétaire de la grande majorité. Mais là, ça donne un poids de dire, ben nous, on veut le réformer, puis on a le poids en disant, ben on détient la majorité, puis on veut plus que ça se passe comme ça. Tu sais, comme un levier peut-être, ou quelque chose, tu sais, le citoyen de dire, si tout le monde met 75$, puis là, on détient 75% du territoire, puis on dit, c'est maintenant que ça cesse, ben peut-être que ça engendrait un changement. Ben, ce que vous proposez, il y a des municipalités qui le font. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas, parce que d'abord, ils sont déjà toutes clémées, on le voit en ce moment. Vous ne pouvez pas demander à Val-d'Or de s'auto-clémer, tout est clémé déjà. Bon. Mais clémé pour 3 ans, fait que dès que ça arrive à échéance, il y aurait peut-être moyen de... Oui, mais c'est ça. Souvent, ce qu'on observe, c'est quand l'échéance arrive, ils le renouvellent. C'est pas comme après 3 ans, ça tombe dans le pool, puis là, on a 2 semaines pour agir. C'est avant même qu'ils soient remis en circulation, ils renouvellent leurs droits. Fait que, mais on y arrivera, c'est pour ça que ça prend des mécanismes pour retirer les claims qu'on a déjà émis, mais ça prend surtout des mécanismes pour empêcher que des claims soient donnés là où ils ne devraient pas l'être et sans couvrir les gens. Moi, je vous parle en termes de politique publique puis de réforme des lois. Vous avez une approche citoyenne de défense de votre milieu de vie. Vous pouvez le faire. Moi, je ne vous dis pas, faites-le pas. Je vais juste dire, ça ne règle pas le problème à la base. Ça vous met un plaster sur un barrage qui est en train de céder. À go, on le fait tout en même temps. Puis, mais ça, c'est votre rôle en tant que citoyen. Moi, je veux dire, j'ai rien à dire aux gens de Saint-Norbert, comment ils veulent gérer leur territoire. Mais, comme je dis, il ne faut pas penser que cette solution-là est un outil idéal en matière d'aménagement du territoire et de relation avec les premiers peuples. Bon. Ceci dit, c'est le seul outil que les gens ont. Fait que je ne dis pas ne l'utilisez pas. C'est juste, il faut le faire et demander des réformes. Si on n'a pas d'autres outils, ben c'est ça, on veut les bons outils. Bon. Mais j'apprécie la suggestion, et je pense que c'est quelque chose que les gens de la Naudière doivent vraiment considérer. Il y a des exemples qui ont été faits en Mauricie dernièrement, d'autres ailleurs, là, au Québec, on pense en Outaouais. C'est un mouvement qui prend de l'expansion. C'est un mouvement qui irrite profondément le gouvernement aussi, là, qui lui se disait, ben ça, ce système-là n'est pas prévu pour favoriser la défense des territoires, mais plutôt leur exploitation. Donc, je peux quand même vous je veux dire, on comprend que de leur point de vue, c'est un incitatif aussi à changer les règles du jeu pour, je ne sais pas quel motif, mais au moins s'assurer qu'on fasse les choses différemment. Ça ne veut pas dire que ça va être mieux. C'est pour ça que quand ils vont arriver avec leur réforme, il va falloir être concentré parce que ça se pourrait qu'ils nous arrivent avec un nouveau mécanisme qui ferme la porte aux droits des citoyens puis qui favorise seulement l'industrie minière aussi. Il ne faudrait pas s'étonner de ça. Je ne sais pas, là, je suis comme vous, là, on est en attente. Mais on n'est pas encore là. Je vole mes punchs. On attend le dépôt du projet de loi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va regarder assurément de près.
Puis le scénario idéal, au risque de me répéter, c'est pas de continuer avec le régime actuel, que les gens ils s'appauvrissent en achetant des droits temporaires sur des propriétés qu'ils possèdent déjà. C'est comme un peu... ouais, bon. On revient dans votre coin, un an plus tard, on a fait une mise à jour de l'état de la situation. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore une fois là, une augmentation des claims miniers de l'Outaouais jusqu'à la Mauricie. Puis ce que vous voyez aussi, c'est une aggravation de en fait, l'entourage, l'encerclement des espaces protégés. Particulièrement là, dans le coin de la Matawini, juste au nord d'ici, c'est très grave là, ce qui se déroule là-bas, autour du parc national du Mont-Tremblant et dans le coin de Saint-Michel-des-Saints, mais je veux dire, les situations se sont aggravées là, dans pratiquement toutes les régions. C'est écrit pas très gros, là, fait que je vous résume, mais ça c'est l'augmentation du nombre de claims un an plus tard, avec la carte qu'on avait vue tout à l'heure. On parle d'augmentation en Outaouais de 39 à 49 dans la Nodière, 19 Il y a eu, c'est ça, il y a eu davantage de claims qui ont été émis. Dans les Laurentides également, une augmentation de 10 La Mauricie, une augmentation de 146 Cependant, ces données-là doivent être considérées justement pour les raisons qu'on disait. Il y a toutes les claims que les citoyens ont achetées on n'a pas fait la distinction dans ce calcul-là. Mais quand même, augmentation d'intérêt dans toutes les régions dans le sud du Québec. Qu'est-ce qui cause ça? Bon, c'est très simple, c'est juste la valeur des métaux. Plus que les métaux valent cher, plus qu'il y a un intérêt à obtenir des droits d'exploration pour éventuellement exploiter puis rentrer dans son marché. Il y a une question derrière? Bien, écoutez, la base de données, j'estime, c'est quand même quelque chose qu'on doit souligner. Là. Elle offre des informations au public en général de manière gratuite, je dirais même en temps réel. C'est une base de données on peut avoir plusieurs renseignements. On peut connaître le nom des détenteurs de chaque claim. Nous, à la Coalition Québec Meilleure Mine, encore une fois, je suis flatté de vous entendre. Ça aurait pu, on aurait pu faire la recension de qui sont les détenteurs de tous les claims. On n'a pas les outils pour faire ça. Je ne peux pas répondre à votre question. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire. Donc, je préfère pas m'avancer et spéculer, là, mais on a des informations qui nous permettent de croire que c'est quand même le mot s'est passé particulièrement dans certains villages de la Mauricie, Saint-Caxton, Saint-Boniface, dans ce coin-là. Oui, mais ça c'est sûr, on le sait publiquement. Puis on a fait plus que leur dire que vous pouvez acheter des claims, mais ils savaient déjà d'abord, c'est pas nous qui leur avons appris, mais on leur a fourni aussi, on y viendra plus tard, des lettres, des projets de lettres pour signifier aux compagnies minières qu'elles refusent l'exploration de leur sous-sol. Parce que ça, c'est vraiment important de le souligner, je l'ai dit tout à l'heure, même si un claim qui a été octroyé chez vous, ou dans votre village, sans consulter personne, vous avez le droit de dire non aux travaux d'exploration minière. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait que vous avez le droit de dire non. En fait, les compagnies sont tenues de vous demander l'autorisation écrite d'aller sur votre terrain, mais elles ne viennent pas vous dire, avec leurs avocats puis leurs travailleurs sous-contractants, souvent, elles ne viennent pas vous dire que vous avez le droit de dire non. Elles vous disent, on a besoin que vous signiez ça. Vous voyez, comme une nuance. C'était la même chose avec le gaz de schiste. C'était la même chose avec le gaz de schiste, vous connaissez la recette. Bon. Fait que, mais quand même, nous, à la Coalition, sur notre site Internet, il y a un modèle de lettre très facile à remplir. Vous mettez votre nom, votre adresse, vous envoyez ça à la compagnie, je refuse de toute forme d'activité minière chez moi. Fait que là, ça, il y a eu, encore une fois, dans la Mauricie, 2000 lettres qui ont été envoyées là, à les 4 compagnies qui étaient titulaires des claims dans leur municipalité. C'est des gestes citoyens que vous pouvez répéter là, partout. Là. Ça, c'est
que ce soit acheter des claims, si, à défaut de mieux, puis envoyer des lettres de refus. Puis ça, d'ailleurs, c'est pas nouveau, l'idée des lettres de masse, encore une fois, la campagne contre le gaz de schiste, c'est quelque chose qui avait été fait. Mais je reviens à la cause du boom minier, c'est assez simple. Comme je disais, c'est l'augmentation de la valeur des métaux sur les marchés et même, on devrait dire, les subventions données par les gouvernements pour favoriser la recherche de certains minéraux plus que d'autres. Puis ces métaux-là, on les nomme, ce sont les minéraux critiques et stratégiques. Ça, c'est pas notre jargon, celui du gouvernement, pour finalement présenter ces minéraux-là comme étant, en fait, nécessaires ou importants pour différents usages, qui ne sont pas simplement la transition énergétique. Bon. Et, mais quand même, parmi ces 28 métaux critiques et stratégiques-là, l'or n'en fait pas partie. L'or, c'est un métal qui suscite la convoitise des humains depuis très longtemps, mais n'a pratiquement pas d'utilité pour lutter contre la crise climatique. En fait, seulement 8% de l'or a une utilité technologique quelconque. 92% sert à faire des bijoux ou des lingots. Et pourtant, le territoire du Québec, ça c'est des données données par la ministre elle-même il y a de cela 2 semaines, 40% du territoire du Québec est couvert par des claims pour l'or. Donc, pratiquement à peu près rien. Le reste, 60% quand même, plus de la moitié, pour des minéraux critiques et stratégiques. Ça se reflète, cette proportion-là, 40% des claims pour l'or, c'est aussi 40% des mines en activité. Donc, c'est pas juste les claims, c'est aussi l'or est très présent. Et voilà, ça va continuer de l'être parce que le gouvernement ne ferme pas la porte du tout à cette exploitation-là qui n'a pas de bénéfices ou très peu pour lutter contre la crise climatique. Je l'ai mentionné en réponse à des questions, obtenir un claim, c'est très rapide, ça se fait sans consultation des populations visées, ça se fait en quelques minutes en ligne, contrairement à des projets de protection de territoire, là, si on suit les règles du ministère, puisqu'il y a juste le ministre des Ressources, le ministre de l'Environnement qui peut désigner des aires protégées, ça prend des années. Donc, 30 minutes versus des années. Là, on voit la disproportion des moyens là, pour protéger le territoire ou l'exploiter. Cependant, grâce aux actions menées par la Coalition Québec-Normine et des groupes de partout au Québec, il y a de cela 10 ans, une pression a été mise sur les gouvernements précédents afin de permettre aux municipalités de désigner des territoires incompatibles aux activités minières. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est les TIAM, l'acronyme des TIAM. C'est quand des municipalités, en fait les MRC, s'entendent à l'intérieur de leur schéma d'aménagement, de leur territoire, pour dire on s'oppose à la recherche de minéraux, à l'exploration minière sur certaines parties de notre territoire. Donc, c'est pas eux qui prennent la décision, c'est pas les MRC qui décident, mais ils vont demander au gouvernement, au ministre des Affaires municipales, au ministère des Ressources naturelles, de décréter une espèce de moratoire sur ces zones-là. Donc, c'est quand même intéressant. Puis je vous dirais, c'est pas un mécanisme qui est parfait parce que c'est pas les municipalités qui décident où est-ce qu'on interdit, c'est seulement la ministre qui peut décider ultimement. Et il faut rajouter que les municipalités n'ont pas le pouvoir de retirer les claims, puis elles ne peuvent pas décréter, elles ne peuvent pas désigner des territoires qui sont déjà claimés. Fait, c'est très imparfait. Cependant, moi, quand je vais donner des conférences là, sur les réalités minières du Canada à l'international, je parle de ça, puis les gens n'en viennent pas. C'est très imparfait, mais c'est une avancée quand même. Ce qu'il faut faire, c'est l'amener à l'autre étape. Parce que les municipalités puissent décider de dire non. Même chose pour les nations autochtones. Elles ne décident pas en ce moment, elles peuvent juste désigner ce qui n'est pas déjà claimé. Vous avez vu à quel point c'est claimé partout. Oui? Si je comprends bien, moi, en tant que propriétaire d'un terrain, je peux refuser les travaux. Mais la municipalité elle-même, peux-tu refuser elle? Non. Si elle est propriétaire d'un terrain, elle pourrait refuser sur ses terrains. Cependant, Mais
elle ne peut pas refuser pour tout son territoire qu'elle Non, c'est ça. Quand il y a un claim minier, c'est les propriétaires qui peuvent. Ils ne refusent pas l'exploitation minière, ils refusent juste l'accès au terrain. C'est quand même différent. Là. Fait que c'est juste de dire non, tu viens pas chez nous. Mais ils peuvent mettre leur foreuse là, direct sa ligne, direct au bord de la limite, puis c'est sûr que vous allez l'entendre pareil. Là, et donc, nous, on a demandé avec tous les groupes et les municipalités qui sont concernés par ces enjeux-là, on a demandé un moratoire d'innombrables reprises. La ministre a clairement dit qu'elle n'allait pas le faire pour ne pas envoyer un message de manque de prévisibilité dans le secteur minier. Les claims miniers, ça a des impacts. C'est pas l'exploration comme telle là, que je parle juste du fait de donner un droit d'exploration à la compagnie, avant même qu'elle vienne avec sa foreuse faire des travaux. Ces impacts-là, c'est geler le territoire. Geler le territoire, ça veut dire quoi? C'est une fois qu'il y a un claim, on ne peut plus faire de la protéger pendant plusieurs années. Ça nuit à l'aménagement du territoire, comme je l'ai dit, et ça, peu importe qui le détient. Et forcément, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs de conservation du territoire. On le rappelle, c'est un objectif important, 30% du territoire d'ici 6 ans. Si les claims continuent de proliférer, où va-t-on les faire, ces aires protégées-là? La question se pose. Il ne faut pas que les aires se retrouvent juste dans le nord du Québec, ça en prend dans toutes les régions. Et forcément, ça nuit aux investissements en récréotourisme et en d'autres formes d'occupation de villégiature plus harmonieuse avec la nature, parce que s'il y a des propriétaires de ces types d'établissements qui voient que leur territoire, que leurs terrains sont claimés, ça mène une crainte de voir leurs investissements touristiques menacés par des activités minières. On a observé ça. Il y en a qui ont dit des investisseurs en récréotourisme, j'arrête de développer mon projet tant que je n'ai pas la certitude qu'il n'y aura pas une mine qui s'en vient ici. On ne le répétera jamais assez, ça affecte les droits des peuples autochtones. Dès que les travaux d'exploration minière commencent, il y a des impacts. Les impacts vont varier sur le spectre. C'est sûr que les gens qui viennent avec une pioche n'auront pas le même impact que si on vient avec une foreuse, mais quand même, effectivement, il peut y avoir des forages. C'est quoi une foreuse? Imaginez une tente roulante, une maison mobile qu'on vient héliporter ou amener sur des chenilles dans la forêt qui vont creuser de la roche, driller de la roche là, avec une mèche très profondément, remonter des échantillons à la surface pour analyser ces échantillons qui prennent la forme d'une carotte, c'est ce qu'on appelle ça une carotte de mine, une forme cylindrique, et ça peut aller très profondément dans le sol. Et donc, ça fait du bruit, on tape la roche, on drille la roche. Ça ne fait pas juste remonter des belles carottes, là. Ça remonte aussi des métaux lourds, forcément, parce que ça se répand dans l'environnement. Les métaux lourds à la surface peuvent percoler dans les eaux de surface, les eaux souterraines, pardon. La radioactivité. Oui, il peut y avoir de la radioactivité à certains endroits. On va serrer les normes autour de ça. Mais à Ottawa, ce que vous dites, c'est Shark River, ça, c'est l'entreposage des déchets radioactifs. Non, dans l'Outaouais, il y a déjà des problèmes de radon. Là, OK, oui. Bien, c'est ça, mais en tout cas, pour l'uranium, ils sont tenus de dire au gouvernement s'il y a un certain pourcentage dans les échantillons qui prélèvent en uranium pour justement éviter l'exploration de l'uranium en raison d'un moratoire sur la question. Mais il n'y a pas juste l'uranium qui est radioactif, vous nommez le radon, il y en a plein d'autres. Des terres rares, ce sont des substances. Ce sont des radionucléides. Donc, c'est ça, plusieurs impacts dès le stade de l'exploration. Puis, j'insiste sur le fait qu'à ce stade-là, il n'y a pas d'évaluation environnementale qui sont réalisées. Il n'y a pas de consultation publique indépendante non plus. Il y a une nouvelle autorisation pour les travaux d'exploration impact. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bref, vous n'avez pas même la ministre n'a pas le droit de dire non à des travaux d'exploration. La municipalité va être consultée, on va lui envoyer un courriel, mais si elle ne répond pas dans un délai de 15 jours, c'est considéré comme accepté, puis ils vont mener leurs travaux. Puis même si la municipalité répondait en disant on n'en veut pas, il va en avoir quand même, parce que la ministre n'a pas le droit de dire non à des travaux d'exploration.
qui sont projetés sous le régime des nouvelles autorisations de travaux à impact. On a mis un guide à ce sujet sur notre site à l'intention des citoyens. Au niveau de l'exploitation minière, comme je disais, ce n'est pas tous les claims miniers qui mènent à ça, mais c'est la logique, c'est la finalité recherchée. Les impacts sont considérablement aggravés. On parle de dynamitage, c'est la génération de déchets miniers à n'en plus finir. Le ratio en passant entre le minerai que vous extrayez puis les déchets, c'est-à-dire tout le reste, c'est ahurissant. Simplement, pour le graphite, on parle de l'ordre de, pour une tonne de graphite, on génère de 20 à 40 tonnes de déchets miniers. Pour les autres métaux comme le cuivre, c'est un métaux traditionnel, cuivre, nickel, zinc, c'est de 200 à 500 tonnes de déchets par tonne de minerais produite. Et pour l'or, c'est 1 pour 1 million. Donc, une tonne de déchets, une tonne d'or pour 1 million de tonnes de déchets miniers. Mais c'est ça, vous imaginez, on ne fait pas ces montagnes de déchets miniers-là avec, je sais pas, avec des instruments qui sont inertes pour l'environnement. On utilise des hydrocarbures, il y a des fuites de produits chimiques souvent, il peut y avoir de la présence de radioactivité, des métaux lourds répandus dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Et ce qu'on observe de plus en plus, c'est que les minières, quand ils vont prendre les déchets, en fait, quand ils extraient la roche, il y a le minerai qu'elles vont utiliser puis qu'elles vont transformer. C'est toute la raison d'être économique, c'est de prendre le minerai, puis bon, mais tout le reste, les déchets miniers, les résidus, de plus en plus, on voit que les compagnies minières veulent entreposer ça dans des lacs. Pour eux, les lacs, c'est des bols. On vide le lac, on vide les poissons, puis on prend le bol, puis on met des déchets dedans, plutôt que remettre les déchets dans les fosses. Pourquoi? Parce qu'en remettant les déchets dans les fosses, eux, ils disent que ça nous empêche d'y retourner plus tard si on a encore faim. C'est un peu leur logique. On a comptabilisé avec la nouvelle publication des données sur les prélèvements d'eau, à quel point que les minières prélevaient de l'eau. Vous voyez, par région, ça se situe surtout sur la Côte-Nord, il y a quelques mines seulement en activité, c'est des mines de fer. La région de la Côte-Nord, à elle seule, puise plus d'eau que toutes les autres régions du Québec là, pour l'industrie minière. L'eau, au total, on parle de 87 milliards de litres d'eau en 2022. Les données sont appelées à augmenter parce qu'il y a plus d'activités minières dans les dernières années. Et ça, c'est pour 29 mines qui sont associées à 19 compagnies minières. Vous envoyez les principales responsables. ArcelorMittal en tête, 44%, une seule compagnie, plus 44% de l'autre partout au Québec. C'est des échelles ahurissantes. Puis nous, ce qu'on avance, en fait, c'est que les redevances qui sont exigées en compensation là, à ces volumes d'eau prélevés sont insuffisantes pour avoir un impact dissuasif. Là. Ces compagnies-là génèrent des milliards de profits pour la plupart. Et bon, c'est des peanuts qu'on leur demande. Là, bon. Il faut augmenter les redevances à un stade où ça va dissuader le gaspillage. Les images de Malartic, certains d'entre vous avaient peut-être vu le documentaire qui revient sur, récemment, de Nicolas Paquette, qui revient sur le traumatisme subi par les gens à Malartic. Mais ce sont des gens que la Coalition Québec-Mermen a soutenus, mais qui ont, en dépit de toute leur volonté, fait face à des évacuations, expropriation et délocalisation de leur milieu de vie. Et la fosse est tellement grande qu'on peut mettre la tour Eiffel dedans. C'est un cauchemar sur des kilomètres de distance. Et ça, c'est les mines de la manière du 21e siècle, finalement. Ce que vous voyez à l'écran, la vue satellitaire, c'est un peu ce qui est attendu à Saint-Michel-des-Saints. C'est une mine de 4 km de long, avec des déchets miniers entreposés à perte de vue. Et ça, c'est les nouvelles manières de faire les mines en Occident, puis en fait partout sur le monde.
Des mines à ciel ouvert, c'est dans bien des cas plus avantageux économiquement parce qu'on dynamite et on extrait. C'est moins sophistiqué que de manière souterraine. Le graphite, parlons-en, pourquoi? Parce que ça concerne particulièrement l'anodière. C'est Michel V5, vous avez vu tous les claims qui prolifèrent autour. On en parle beaucoup aussi en Outaouais. Les minières ne reculent devant rien pour satisfaire leur soif de métaux, de graphite. Elles ont poursuivi une municipalité qui voulait s'opposer à un projet à Granville-sur-la-Rouge. Je passe rapidement. Important de souligner, on a fait un sondage, on a commandé un sondage avec la firme Léger en août 2022, ça fait bientôt 2 ans, pour demander où logent les Québécois sur les questions minières. Et parce que, bon, nous, on a nos convictions, mais on était ravis de voir que les gens partagent nos points de vue sur bien des points, en fait, sur tous les points. Le fait que ça engendre des impacts négatifs sur l'environnement, pas juste nous dans la salle ici qui sommes convaincus de ça, 70% presque des gens. Même qu'il y en a qui disent, près de 80% des gens disent qu'il faut prioriser la santé et l'environnement, même s'il y a des projets qui devront cesser. On est rendu là au Québec. Et, important, 78% sont en faveur d'exiger le consentement des gens avant toute activité minière. Le consentement, c'est pas juste d'être informé avant, c'est pas juste d'être consulté, c'est de dire oui ou non. Puis on est loin de ça. Il y a la consultation, le consentement, puis il y a la décision. On ne peut même pas dire qu'on est au premier échelon en ce moment. On soutient des gens de partout. Souvent, on n'a pas tout le temps requis pour aller en détail comme ce soir. Donc, on a créé un guide citoyen sur les impacts miniers. Avec Au Secours particulièrement, les principaux rédacteurs du livre, mais avec d'autres organismes. Je vous en laisse une copie. On s'en va bientôt en réimpression. Si c'est quelque chose que votre comité citoyen souhaite participer, là, notre coût d'impression est environ de 10 $ par copie. Si vous dites on aimerait ça d'en avoir une dizaine, 100 $, c'est réglé. Là. Mais on vous contactera le moment venu. Quand même, je vous laisse une copie. Il est disponible en ligne gratuitement. Il fait une 50aine de pages. Et je vais vous en faire une brève présentation de ces 5 chapitres. Il est illustré, il est traduit aussi en anglais. Donc voilà, le premier chapitre, je vais passer rapidement parce qu'on en a discuté, c'est vraiment pour expliquer c'est quoi le cycle minier, de l'exploration jusqu'à la restauration en passant par l'exploitation. Et là, il y a différentes phases, là, puis on les a situées en étapes, mais aussi un peu combien de temps ça peut prendre là, avec ces lignes du temps-là. Et voilà, ça c'est juste le cycle. Après, les impacts sur l'eau, principalement. Pourquoi l'eau? Parce que je voulais vous montrer tout à l'heure, l'eau est souvent associée à l'industrie minière, parce qu'au Québec, il y a de l'eau partout, parce que les mines ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, en ayant l'angle de vraiment s'intéresser aux impacts des mines sur l'eau, ça permet d'être plus concret. Et là, le chapitre 2, c'est les impacts sur l'eau qui peuvent être vécus à tous les stades, de l'exploration à l'exploitation, à la restauration. Ça, en passant la photo là, orange, c'est pas Photoshop, c'est moi qui l'ai prise l'été dernier. C'est un site minier abandonné dans le nord du Québec. C'est tout des. À Capleton, ça ressemble à ça aussi. Je suis jamais allé, mais je crois sur parole. Troisième chapitre sont les mesures de mitigation, parce qu'on voulait offrir aux citoyens des outils pour, oui, connaître les impacts, mais aussi pouvoir se présenter de manière convaincante devant vos instances élues, devant le gouvernement, en proposant si des projets sont autorisés. C'est pas ce qu'on souhaite dans bien des cas, mais si ça va de l'avant, il y a quand même des manières de faire en sorte de réduire les impacts. C'est pas un guide qui est juste pour dire non à tout, c'est un guide pour aussi vous aider à dire comment on peut réduire les impacts. Il y a tout un chapitre sur les différentes, la réduction des impacts.
Il y a un chapitre qui porte sur l'encadrement juridique. Pourquoi? Ben, c'est important de savoir c'est quoi les lois applicables pour connaître les étapes dans lesquelles on peut s'impliquer, puis qu'est-ce qui fait la différence, quels permis ont besoin. Bon. Et quelles sont les lacunes dans les lois, c'est pas juste panacée, au contraire. Et enfin, dernier chapitre, c'est peut-être ça qui va vous intéresser davantage, c'est correct, vous n'êtes pas obligé de tout lire avant d'arriver au chapitre 5, c'est comment réaliser des actions citoyennes efficaces. C'est un chapitre vraiment de mobilisation citoyenne face à l'industrie minière. C'est quoi? À quel moment on fait quoi? Il y a une recette aussi là, pour l'industrie, il y a une recette pour l'industrie, mais une recette pour les citoyens. Donc, 15 ans d'expérience au Québec consignés dans un chapitre. C'est sûr qu'il y a plein de situations qui ne sont pas expressément traitées, là, mais c'est quand même un bon point de départ. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un claim qui est donné? Quand est-ce que les travaux commencent? Qu'est-ce qu'on fait? Après, une fois qu'il y a une mine en activité, comment on fait pour éviter que ça devienne un désastre pour des générations? Bien souvent, on ne peut pas tout régler nous-mêmes, mais il y a des leviers qu'on a, puis c'est important de les activer au bon moment. Là, c'est le chapitre plus sur la réforme de la loi sur les mines. Je déborde un peu de mon temps, fait que j'essaie de défiler rapidement, mais j'ai vraiment pressé vos questions. Fait que c'est correct aussi, là, mais c'est juste pour vous dire que la réforme qui s'en vient dans les prochaines semaines, mois, là, avec la loi sur les mines, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, c'est des années de pression citoyenne, réalisées également dans les régions comme ici, là, dans la Naudière. Les gens demandaient une réforme ambitieuse et en profondeur pour la protection du territoire et des gens. On a rencontré la ministre Maïté Blanchette-Vézina à plusieurs reprises, en fait, quelques fois par année, depuis. Là, ben, c'est ça, il y a un moment où la pression était trop grande. Elle a lancé des consultations pour revoir l'encadrement minier et elle a dit que tout était sur la table. Ce qui veut dire, ben, arriver avec n'importe quelle proposition, on va consigner ça dans un rapport, puis on va étudier comment on peut changer les choses. Et là, cette consultation-là a été un succès sur toute la ligne. Pour les citoyens, je parle bien, là, pas pour le gouvernement, mais pour l'industrie. Il y a eu, puis moi, écoute, on s'en fait parler à chaque fois par les gens du ministère, ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a eu plus de 2500 personnes qui ont participé dans les différents formulaires en ligne. Plus de 100 mémoires qui ont été publiées, donc davantage qui ont été envoyées. Et moi, j'ai lu ces mémoires-là, ça allait tous dans la même direction. Il faut protéger l'environnement, il faut respecter les populations locales, il faut réduire notre dépendance aux métaux. Donc, puis même que, on y reviendra plus tard, là, mais on était étonnés de lire le rapport des consultations, à quel point ça ressemblait à nos demandes. Parce que, bon, la coalition Québec-Mermine, on a déposé, nous, notre mémoire. Là, je vous épargne les 60 recommandations, c'est sur notre site si vous êtes intéressés, mais ça plaide pour une réforme qui va largement, qui va plus loin que juste réformer la loi sur les mines. Là, on n'épargne rien. On lui a remis en main propre le mois de mai dernier. Et là, ben, c'est ça. Ça, c'était en avril-mai 2023. 5 mois environ plus tard, en octobre, le gouvernement a déposé un rapport sur ces consultations-là. Ils ont reçu du stock en masse. Ça leur a coûté 155 000 de firmes privées. Okay, c'est même pas le ministère qui a fait la consultation, ils l'ont fait par une firme privée. Et ce rapport-là, qui fait une quarantaine de pages, est pratiquement un copier-coller de ce que nous avons demandé. C'est les gens, c'est pas ça pour se vanter, c'est juste pour montrer que les gens au Québec, là, ils demandent la même chose. C'est une réforme de l'environnement puis la protection des gens. Ils ne disent pas qu'il faut accélérer les développements de projets miniers pour donner davantage d'argent aux compagnies multinationales. C'est pas ça qui est dans le rapport des consultations. Et là, nous, le jour même, on a dit, ben c'est correct, parce que la ministre a annoncé qu'elle voulait changer la loi pour répondre aux demandes de la population. On a dit, c'est une bonne idée, il faut changer la loi, c'est ce qu'on demande depuis toujours. Depuis 10 ans, en fait, parce que ça faisait 10 ans que la dernière fois qu'elle avait été réformée. Mais on a dit, il faut que ça se fasse à condition de respecter la nature, évidemment, et les gens. On a revu la ministre un mois plus tard, on lui a remis en main propre le guide citoyen en lui disant si jamais il y a des trucs à changer,
faussetés, pas des faussetés, mais des trucs à préciser, là, disons. Dites-nous-le, là, on va le changer. Là. Bon, jamais qu'ils nous ont demandé de changer quoi que ce soit. Fait que, il aurait été ravi de le faire, mais visiblement, ce guide est véridique. Bon. Et donc, là, la question que vous me posez, c'est un peu ça le but de ma présence aujourd'hui, c'est de commenter un projet de loi. Cependant, il n'est pas encore déposé. Fait qu'on attend depuis le mois d'octobre. Et toujours aujourd'hui, ça serait des suppositions de dire quand est-ce qu'il serait déposé. Des échos qu'on a au gouvernement nous laissent croire qu'il serait peut-être déposé avant la fin de la session, donc avant la Saint-Jean. Cependant, ce qu'ils nous présentent, ils disent que ça va être très robuste, fait que c'est invraisemblable qu'il va être adopté avant la fin de la session. Donc, ça va revenir à l'agenda parlementaire à l'automne, dans tous les cas. On s'attend que ce soit là vraiment les gros débats. Mais c'est important qu'on en parle tout de suite. Nous, à la coalition, on est parti de nos 60 demandes, puis on a synthétisé à 6 consentements consentement des populations avant que les droits miniers soient donnés. Donc, il faut consentir avant que les claims soient donnés, avant que les projets ouvrent, pas après, pas juste être consulté. Aussi la fin de la préséance des droits miniers avant la protection de l'eau, l'environnement, les airs, à protéger les populations. Ça, c'est dire la préséance, c'est que maintenant, quand il y a un claim qui est donné, on ne peut plus faire de la protéger ou très difficilement. Ça gèle le territoire, ça, il faut aussi que ça cesse. Fait que ça, c'est une demande distincte du consentement, mais c'est tout aussi important. Après, il faut retirer les claims miniers qui n'auraient pas dû l'être. Ça, je vous l'ai dit, il y a juste une personne au Québec qui est en mesure de le faire, la ministre des Ressources naturelles, et elle abdique son pouvoir. Là. Fait que, il faut enlever ça des mains de la ministre des Ressources naturelles, il faut donner ça aux gens sur le terrain, aux municipalités, aux premiers peuples, à d'autres ministères chargés de la protection du territoire. Après, il faut restaurer les mines abandonnées d'ici 10 ans parce qu'on a pour plus de environ 2 milliards de dollars là, de mines à restaurer au Québec. Là. Fait que, il ne faut pas attendre justement là, la nuit des temps avant de le faire parce que les coûts vont juste s'exacerber et ces infrastructures sont encore plus vulnérables au changement climatique. Il faut en finir avec l'autorégulation du secteur minier. J'en ai pas trop traité, mais ça, c'est l'idée que ce sont les minières elles-mêmes qui vont se dénoncer quand elles commettent des infractions à l'environnement. Il n'y a pratiquement pas d'inspecteurs. En fait, les seuls qui existent sont confinés dans des bureaux à Québec, là, au ministère de l'Environnement, à répondre aux autodénonciations d'industrie. Donc, il faut en finir avec ça, il faut investir pour que des gens aillent sur le terrain pour constater les manquements et sévir le moment venu. Et, très important, mettre les déchets miniers dans les fosses, pas dans les lacs, bon. Ça semble évident, mais les minières ne sont pas tenues, elles sont seulement tenues de faire une étude sur l'opportunité. C'est pas une obligation de les retourner dans les fosses. Là, il y a 2 semaines de ça, le 25 avril, la ministre est passée en l'étude des crédits de son ministère. Et donc, les partis de l'opposition lui ont posé une série de questions sur la gestion des ressources naturelles. Gros de l'attention portait sur les enjeux miniers. Et ce qu'on constate, c'est que le boom minier se perpétue. Là, vous le voyez, je vous ai déjà donné les statistiques plus tôt. La ministre, elle abdique son pouvoir de retirer des claims en disant on est dans une société de droit. Ça, elle l'a dit 2 fois. On est dans une société de droit. En voulant dire que les minières ont des droits, on n'est pas là pour les enlever. Mais, je m'excuse, mais on est aussi dans une société de droit pour la nature et les gens et les citoyens. Est-ce que ces éléments-là peuvent être considérés, s'il vous plaît? La ministre semble l'écarter, en fait, ce sont ses propres termes. Le consentement des Autochtones, des populations locales, demander clairement sur cette question, elle a refusé de s'y engager. Elle a esquivé plusieurs questions en disant on travaille sur un projet de loi, elle l'a dit 12 fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être déposé, on n'a pas vraiment d'idée sur le contenu non plus.
Et elle a carrément fermé la porte à la hausse des redevances minières. Ça, c'est très préoccupant aussi. Donc, difficile d'en faire une lecture positive là, de ses ambitions. Là, à la ministre, on va la juger sur son projet de loi, mais c'est de mauvais augure là, quand même quand on entend ces propos-là en chambre à l'Assemblée nationale. J'ai écoulé le temps qu'on avait pensé, là, 1h15, mais quand même, il reste à peu près 5 diapositives pour vous dire ce que vous savez déjà, en fait, ce que les mines, de plus en plus considérées pour les minéraux critiques et stratégiques, il y a une dimension vraiment liée là, à la filière batterie que vous entendez. C'est pas que pour ça les minéraux critiques et stratégiques, mais on nous fait croire que c'est la principale raison. C'est pas le cas. Quand on dit qu'un minerai, un métal est stratégique, c'est stratégique au niveau économique. C'est-à-dire que peu importe l'utilité, le Québec est bien positionné pour le mettre en marché plutôt que d'autres secteurs. Mais ça peut être le cas pour bien d'autres choses que pour la transition énergétique. Bon. Il y en a certains métaux qui sont importants pour la filière batterie. Ce ne sont pas tous les métaux du Québec, loin de là, et même qu'il y a plein de métaux qu'on n'a pas au Québec, qu'on devrait importer dans les usines qui sont en train d'être construites là, dans la vallée du Saint-Laurent. Mais tout de même, l'extraction minière, c'est le premier chaînon d'une longue série de transformation des substances minérales en vue de faire des véhicules électriques pour, en fait, ce qu'on nous met beaucoup de l'avant. Mais j'ai pas besoin de vous apprendre que ce ne sont pas les véhicules électriques individuels qui vont sauver le sort du climat. Et bon, ça, c'est une évidence. Puis quand on pense aux métaux pour la construction de véhicules, même qu'ils soient électriques ou collectifs, il n'y a pas juste que dans la batterie qu'il faut penser, c'est toute la carrosserie. Et ça aussi, c'est des métaux. C'est pas, on n'est pas dans un véhicule en nuage puis avec une batterie de lithium. Ça ne marche pas de même. Fait que la pression sur les écosystèmes ne peut que s'accentuer si on construit davantage de véhicules individuels, peu importe le mode de combustion. Voilà, ben, on sait, avec le dépôt du budget dernièrement, qu'il y a $1,5 milliard qui a été mis dans un fonds pour soutenir des projets de minéraux critiques et stratégiques. C'est un budget, rappelons-le, largement déficitaire. Donc ça, c'est $1,5 milliard qu'on n'a pas mis en santé, en éducation. On l'a mis pour des cadeaux à des multinationales qui vont bénéficier là, d'un système, d'un régime juridique qui pourrait être davantage contraignant. Et ça s'ajoute à $1 milliard qui a déjà été investi depuis 2015, sans parler de toute une série de subventions là, pour les minéraux critiques et stratégiques. Si vous êtes intéressé au sujet, là, ce sont des jeunes à Montréal qui se sont réunis à l'Écotech pour dénoncer là, le projet Saint-Laurent du premier ministre. Et ils ont mis en ligne une carte où on peut zoomer là, dans toutes les régions pour voir quels sont les projets miniers, les projets de transformation des métaux pour finalement mettre de l'avant ce projet-là de filière batterie là, au Québec et quels sont les impacts. C'est très intéressant. Il y a une relation qui est créée entre les projets de la filière batterie et les projets miniers. Quelques séries de graphiques en conclusion pour vous montrer que même si on parle de davantage de ressources minières, d'intérêts miniers, ça ne veut pas dire que les gisements sont riches pour autant. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont très concentrés en minerais. Au contraire, on observe à l'échelle de la planète un appauvrissement des gisements. C'est-à-dire, la teneur des gisements est de plus en plus faible. Quand on dit ça, ça veut dire que la proportion de déchets miniers est de plus en plus grande. Donc, plus on continue d'extraire, plus on va vers un extractivisme débridé, accéléré, plus aussi on accentue rapidement la génération du volume de déchets. C'est purement mathématique. Ce sont des substances non renouvelables. Bon. Et ça, on l'observe à l'échelle de la planète. L'industrie minière, c'est la principale génératrice de déchets au pays.
largement en avant toutes les autres formes d'industrie, municipalité et citoyens. Vous voyez là, la différence en termes de millions de tonnes de déchets. Et je reviens avec cette idée de réduire à la source là, pour se sortir de cette logique là, de surconsommation. C'est ça, là, quelques séries d'études mises de l'avant par les risques que vous pouvez consulter en retrouvant la diapositive sur notre site. Je vais la mettre en ligne. Et un petit guide là, qui a été produit par le CQDE la semaine dernière pour dénoncer l'éco-blanchiment. C'est très simple, ça se fait en 10 minutes. Si vous voyez, vous entendez des compagnies, même le gouvernement, dire il faut extraire du graphite, du lithium, parce que c'est bon pour la transition verte. Ce type d'argument porte ouverture finalement au dépôt de plainte en éco-blanchiment, parce qu'on ne fait pas la démonstration que c'est vraiment le cas. On vous dit, extraire du graphite, ça va, certains disent que ça va aider à sauver le climat, là, mais je veux dire, il faut toute une démonstration scientifique entre ces deux affirmations-là. Et donc, le Centre québécois du droit de l'environnement a mis en ligne un guide très simple sur comment repérer les cas d'éco-blanchiment et comment les rapporter, les dénoncer. Je vous ramène l'invitation pour la conférence. Vous allez avoir amplement l'occasion de vous inscrire, mais c'est une belle occasion pour vous de vous rapprocher des premiers peuples puis de comprendre aussi leur réalité et de leur apporter vos connaissances aussi. Ça peut être dans un esprit de partage. Et là, il y a une série de balados sur l'extraction du lithium en Abitibi-Témiscamingue. Très intéressante. C'est disponible sur toutes les plateformes de balados. Ça s'appelle Au pays des cratères. Ils sont allés rencontrer vraiment tous les intervenants qui avaient quelque chose à dire sur la question. C'est très bien fait, en 5 épisodes d'1 heure. Je finis là, c'est moi en avant, fait que je me le permets, de vous parler de la publication de mon livre, Nanicana, qui va sortir dans 2-3 semaines, le 29 mai. Ça, c'est l'histoire, en fait, il y a 3 ans. On est parti en canot de Saint-Mathieu d'Aricana, vous voyez l'étoile en bas, près d'Amos, en canot jusqu'à la baie James, à Moosonee, en Ontario. Et finalement, ça retrace le parcours de notre expédition, mais ça revient aussi sur les enjeux miniers auxquels on a été confrontés, des sites miniers abandonnés, des villes minières abandonnées, mais également la beauté du territoire, les échanges que j'ai colligés auprès des premiers peuples qui occupent ces territoires-là depuis longtemps, en fait depuis toujours. Je fais une démarche d'enquête avec plusieurs demandes d'accès à l'information au ministère de l'Environnement d'Hydro-Québec pour savoir, puis à d'autres instances également, savoir quelle démarche ont été entreprises pour réellement protéger le territoire. Fait, si ça vous intéresse de mieux connaître les réalités du Nord, c'est une lecture d'été que je vous suggère. En passant, je ne fais pas ça pour mes bénéfices personnels. Les revenus que je vais tirer de mes droits d'auteur, je vais les redistribuer au sein d'organismes Anishinaabe. Encore une fois, nos 4 principes, solutions: réduire à la source, protéger l'environnement, respecter les nations autochtones, appliquer le principe pollueur-payeur, respecter les populations locales également. Donc, je pense qu'on est rendu à la période d'échange, on l'a déjà dépassé. Alors, on est peut-être rendu au souper. Dans tous les cas, je vous remercie. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir facilité mes déplacements, d'aller me chercher à Montréal, d'aller me retourner à Montréal. Et voilà.